Trois historiens montent au créneau pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme des aberrations. Les guerres enseignées mais pas leur cause, des pans entiers de l'histoire passés à la trappe. Clovis, Louis XIV ou Napoléon réduits à la portion congrue. Test grandeur nature auprès des lycéens. Napoléon, qui était-il? Un roi aussi, hein, je crois. Français. Si je vous dis Marignan? C'est un auteur, non? Marignan. Les Alpes, je dirais par là. Alors, les Pyrénées. C'est là. On est loin des cartes, des frises et du par cœur d'autrefois. Qui était le général de Gaulle? Jean-Paul. Un grand homme. Mais encore. Oui. Le président de la République. Voilà, donc, avant, les élèves savaient. Maintenant, ils ne savent plus rien. Donc, je crois que Jean-Pierre Pernaut réussit l'exploit en quelques secondes de nous faire un remake du vieux mythe de l'âge d'or. Vous savez, ce mythe ancien et récurrent selon lequel tout était mieux avant et l'humanité a toujours été sur le déclin. Et moi, ce que je me dis en voyant ça, c'est que TF1, lui, n'a pas abandonné son bon vieux mythe du cerveau disponible. Parce que, effectivement, le cerveau humain a déjà une tendance naturelle à embellir légèrement le passé, comme on va le voir. Et donc, Jean-Pierre Pernaut ne prend pas beaucoup de risques. Alors, qu'est-ce qu'on va voir là? Regardez bien, on va voir une structure cérébrale qui s'appelle le système de récompense. C'est un ensemble de neurones qui est situé au cœur du cerveau, qui est symétrique. Il y en a une partie dans chaque hémisphère. Ça a cette forme recourbée. Et ce système de récompense est très important à la fois dans la sensation de plaisir et dans l'apprentissage. Qu'est-ce qui se passe quand vous pensez à votre passé? Vous pouvez vous remémorer des souvenirs agréables et des souvenirs désagréables. Simplement, quand vous avez un souvenir agréable, ça crée du plaisir, et c'est ce circuit de la récompense qui s'active. Il libère une molécule que ceux qui nous regardent commencent à connaître, qui s'appelle la dopamine, et qui renforce le souvenir associé. Donc vous avez une consolidation du souvenir plaisant. A l'inverse, si vous pensez à des pans plutôt désagréables de votre passé, cette fois-ci, pas de plaisir, pas de dopamine, pas d'activation du système de récompense, le souvenir n'est pas consolidé, et au fur et à mesure que les années passent, sa vivacité diminue, il peut aller jusqu'à s'effacer. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas que le mythe de l'âge d'or, il y a aussi le mythe du progrès. C'est vrai qu'à une époque, on croyait quand même dans le progrès de l'humanité, on ne se réfugiait pas toujours dans le passé. Bon, actuellement, il faut quand même dire qu'il est un peu tombé en désuétude, ce mythe du progrès. On n'est plus à l'époque de Jules Verne. Mais quand même, quand on étudie la nostalgie scientifiquement, ce qu'on voit, c'est que les gens n'utilisent pas la nostalgie pour se plonger dans des humeurs moroses. En fait, ils l'utilisent pour se sentir mieux. C'est une sorte d'automédication. Statistiquement, les gens se sentent mieux après une séance de nostalgie. C'est un baume émotionnel qu'on s'applique. Mais évidemment, on peut se dire qu'on peut se sentir mieux aussi en imaginant des images d'avenir, en ayant de l'espoir, en construisant un monde nouveau. Et là où c'est intéressant, c'est que l'imagerie cérébrale vient de montrer il n'y a pas très longtemps que quand on se projette dans l'avenir, quand on imagine des choses nouvelles, ce sont les zones de la mémoire qui s'activent. On utilise des éléments du passé pour construire des scènes nouvelles. Et la nostalgie est au passé, ce que l'espoir est à l'avenir. C'est l'amour de quelque chose qui n'existe pas encore ou qui n'existe plus. Et finalement, c'est faire du neuf avec du vieux. Alors Jean-Pierre Pernaut, lui, il fait rien avec du vieux. Il fait du vieux avec du vieux. Et finalement, on le comprend un petit peu parce que la nostalgie peut être transformée en projection dans l'avenir quand il nous reste du temps à vivre. Et on constate effectivement que plus on avance en âge, moins on est capable de transformer cette nostalgie par la créativité en un projet d'avenir. Et Jean-Pierre Pernaut, effectivement, cible peut-être tout à fait son public. Voilà, une belle leçon de sciences nat devant un parterre d'historiens. Si je vous ai bien compris, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais si je vous ai bien compris, si on transpose ça sur le plan politique, les conservateurs, c'est-à-dire ceux qui veulent plutôt conserver ce qui existe, et les progressistes, ceux qui pensent plutôt qu'il faut progresser, ont le même cerveau, en gros. Non, ils n'ont pas tout à fait le même cerveau, en fait. Non, il y a des études en neurosciences politiques, alors ça nous vient beaucoup des États-Unis, qui mettent à jour en fait des différences d'activation cérébrale en fonction des démocrates et des conservateurs. C'est aussi lié à des traits de personnalité. Ce qui a toujours été considéré comme des différences de personnalité en psychologie, on s'aperçoit que ça a des corrélats neurologiques. On commence à le voir en imagerie cérébrale, il y a des différences cérébrales aussi.